Témoignage de Mokhtar de Médéa, la guerre et l'exil. Quelques mois avant l'indépendance, j'étais à Arki. Je me suis engagé en 1958. On habitait dans un camp de regroupement, près d'une section administrative spécialisée, et j'avais déjà 4 très jeunes enfants. Un capitaine de l'armée française s'occupait bien de nous. Il y avait suffisamment de nourriture pour tout le monde. Certaines familles donnaient de la farine, du sucre et de l'huile à leurs cousins ou à leurs frères qui travaillaient pour le FLN. Tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. On avait tous des problèmes à régler. Il fallait se débrouiller seul et surtout se taire. Tous les paysans ont connu cette situation. C'était la guerre et chacun a souffert. On dit souvent que les harkis ont fait du mal. Moi, je dis qu'ils ne sont pas différents des hommes qui ont travaillé avec le FLN. Il y a ceux qui ont fait du bien et ceux qui ont fait du mal. À la fin de la guerre, le capitaine nous a dit qu'il fallait rentrer chez nous. Il nous a remis à chacun une enveloppe avec des billets. Je ne me rappelle plus combien cela représentait. On n'avait pas peur, sauf Youssef qui nous a inquiétés en nous disant qu'on allait se faire égorger. Pour moi, c'était la fin de la guerre. Du mal avait été commis dans tous les camps, du côté français comme du côté algérien. Je lui ai répondu, « Youssef, maintenant c'est la paix, Inch'Allah, on va être heureux dans notre pays indépendant. » Jamais je n'aurais pensé qu'on allait nous traquer comme des bêtes et nous tuer. Et c'est pourtant ce qui est arrivé. Entre le cessez-le-feu en mars et l'indépendance, les harkis et leurs familles étaient parfois tués, mais aussi insultés ou montrés du doigt. C'est après le 5 juillet 1962, jour de la fête de l'indépendance, que les arrestations, les tortures et les massacres ont pris rapidement de l'ampleur. Avec mon épouse et mes enfants, on est parti habiter à la campagne près de Médéa, où vivaient mes parents. C'est à eux que j'ai remis l'argent que le capitaine m'avait donné. Avant la fête de l'indépendance, un responsable du FLN est venu voir mon père pour lui demander de payer une taxe harki pour racheter son fils. Mon père a tenté de le raisonner en lui disant que je n'avais fait de mal à personne, mais l'homme n'a rien voulu savoir. Il est devenu de plus en plus menaçant et a fini par partir avec l'argent de la France. Je n'avais plus rien. L'armée française était partie sans moi. Je n'avais plus de quoi faire vivre ma famille. Ma vie et celle des miens ne tenaient qu'à un fil. Il y avait tellement de massacres qu'on vivait continuellement dans la peur d'être tué à notre tour. Avec 2 frères et un beau-frère, j'ai passé l'été 1962 à reconstruire la grande ferme familiale abandonnée en 1957, à la suite de notre déplacement forcé par des militaires français. Fin août, les murs étaient de nouveau debout, les mauvaises herbes étaient arrachées, un petit champ labouré et de petits arbustes plantés. On était jeunes et infatigables. Un gentil voisin, fermier comme nous, venait nous aider à nettoyer le puits. Le soir, on se partageait quelques galettes, des tomates crues, des oignons et de l'eau. On avait confiance dans l'avenir, jusqu'au soir où 3 hommes armés, en uniforme, sont arrivés dans une Peugeot bleue, que j'ai reconnue. Je la voyais souvent au grand marché de Médéa. Elle appartenait à un homme qui avait travaillé pour de riches colons. Les 3 hommes, dont 2 en uniforme de l'armée algérienne, se sont jetés sur mon beau-frère et sur moi et nous ont poussés vers la voiture. L'un d'eux nous a frappés au visage. Mon beau-frère saignait du nez, je ne comprenais pas pourquoi il avait été arrêté. Il n'avait jamais travaillé pour la France. Après nous avoir bien entassés, le véhicule a démarré. On est resté enfermés 2 jours dans un hangar avec 9 autres hommes et 2 femmes. Ils étaient tous très marqués par les coups qu'ils avaient reçus. Lorsqu'on est arrivé, une des femmes a crié « Mes frères, relâchez-moi, rendez-moi à mes enfants, ils sont seuls, vous avez déjà tué leur père, ne tuez pas leur mère, ayez peur de Dieu. » Ils n'ont pas eu pitié d'elle.
Au contraire, il la menaçait de l'enterrer vivante si elle continuait à parler. Elle s'est effondrée en sanglotant. Le troisième jour, sans que l'on sache pourquoi, deux inconnus sont venus libérer tous les hommes vivants. Entre-temps, l'un d'eux est décédé. On est parti, en le laissant sur place, avec la femme encore vivante, mais dans un état pitoyable. De retour à la maison, je ne pensais qu'à partir en France. Mon père m'y a encouragé. Un parent de ma mère nous a emmenés en fourgonnette jusqu'au camp militaire de Zeralda, près d'Alger. Là, on a été pris en charge par des militaires qui se sont occupés de nous nourrir, de nous soigner, de nous faire des papiers pour quitter l'Algérie et aussi de s'occuper de nos enfants. Un matin de décembre 1962, les militaires nous ont fait monter dans des camions GMC et nous ont emmenés au port d'Alger. C'était un convoi d'une douzaine de camions procédés par des Halfstrack qui devaient nous protéger. Sur le chemin, ma femme, qui d'habitude avait beaucoup de sang-froid, s'est mise à trembler. Elle n'avait jamais vu la mer qu'elle redoutait tant. Elle était impressionnée par le vent. Il soufflait si fort qu'il faisait bouger violemment les bâches des GMC, produisant un bruit sec qui lui rappelait des coups de feu pendant la guerre. Le soir même, on a embarqué sur le paquebot Ville d'Alger. Nous avons traversé la Méditerranée en 2 jours. La traversée a été pénible à cause du manque de place pour s'asseoir et de la pénurie d'eau potable. Après le transport en bateau, on nous a remis de nouveau dans les DGMC en direction du camp de Rivesaltes, où des familles de harkis étaient déjà sur les lieux depuis le mois de septembre. Le camp. Notre arrivée au camp, je ne pourrai jamais l'oublier. Je n'avais jamais vu autant de tentes, on ne pouvait pas les compter. Un vent glacial nous cisaillait les doigts. Un groupe de harkis nous ont accueillis et nous ont indiqué une tente où l'on s'est engouffré, pensant qu'on allait se réchauffer. Mais il y faisait aussi froid que dehors. On a installé nos enfants dans les 2 lits de camp posés à même le sol. Ma femme les a couverts avec tous les vêtements et les chiffons qu'elle avait dans un baluchon. Dès le lendemain, je suis allé chercher du bois pour nous chauffer. Le café et le lait étaient servis chauds par des militaires et des harkis, mais ils refroidissaient avant d'arriver sous la tente. C'était pareil pour la nourriture. Il y avait aussi de grandes tensions entre les gens qui ne parlaient pas forcément la même langue. Dès notre arrivée, j'ai pris conscience des problèmes d'hygiène. Il n'y avait pas assez d'eau pour se laver comme il faut, et les toilettes communes étaient toujours très sales. C'était une véritable infection. Des mouches virevoltaient tout autour. Je comprends que tant d'enfants soient morts, et encore aujourd'hui, je me demande comment on a fait pour ne pas être plus malade. Sous notre tente, il y avait un couple de clandestins. C'est la première fois que j'en parle. C'était un harki et son épouse arrivés en France par leurs propres moyens. À Port-Vendre, où ils étaient arrivés, ils ne se sentaient pas en sécurité à cause du FLN qui poursuivait les harkis jusqu'en France. Ils sont donc partis à la recherche des harkis qui étaient pris en charge par l'armée française. Ils tournaient autour du camp pendant la journée, puis une nuit, ils ont enjambé les fils barbelés. C'est Mahmoud, un homme avec qui j'avais sympathisé, qui les avait trouvés en train d'errer dans les buissons. Ils ressemblaient à des animaux traqués. Comme nous n'étions que 6 dans notre tente, Mahmoud m'a proposé de les prendre avec nous. Sans aucun problème, le couple a partagé les bons comme les mauvais moments avec nous. On était tellement nombreux que personne ne s'est rendu compte de leur présence illégale. Ils allaient chercher le café et les plats chauds comme les autres et la femme discutait avec les autres femmes sans problème. En revanche, le couple n'allait pas se faire vacciner ni de faire soigner. Lorsqu'il avait besoin de cachets d'aspirine, c'est nous qui allions les chercher dans le bâtiment de la Croix-Rouge. En février 1963, on nous a proposé un abri dans une baraque en dur, toujours dans le camp. C'est là que mon épouse est tombée malade. Toutes les nuits, elle rêvait qu'elle tombait dans le vide. Puis elle n'a plus voulu que nos enfants sortent pour jouer avec les autres.
Elle leur disait que dehors, des gens allaient les attraper et les tuer. Un jour, alors que l'aînée, qui avait échappé à sa surveillance, est sortie, elle s'est mise à hurler et à se taper la tête contre les murs. Lorsque je suis rentré, je l'ai trouvée prostrée et les enfants complètement traumatisés. Je lui ai parlé tout doucement jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Une voisine qui l'avait entendu pleurer nous a conseillé d'aller voir un harkier qui était aussi taleb, religieux, guérisseur. On est allé le voir. Il lui a préparé une amulette, un verset du Coran qu'il a écrit sur un bout de papier. Ma femme l'a mise dans une petite pochette en tissu qu'elle a cousu. Elle l'a porté pendant plusieurs années. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien, même si elle a longtemps pleuré en pensant à ses parents qu'elle ne reverrait plus. L'exil a été plus dur pour elle que pour moi. Mes parents m'ont également manqué, mais je suis fort. L'après. Je ne suis jamais retourné en Algérie et je souhaite être enterré en France, là où vivent tous mes descendants. Certains me posent des questions sur l'Algérie, mon engagement pour la France et mon travail d'ouvrier. Je réponds à tout ce qu'ils me demandent. Tous me disent qu'ils sont fiers de mon parcours. À l'âge de 20 ans, Sam, mon petit-fils, nous a demandé avec insistance d'aller en Algérie. Il voulait connaître ses racines familiales. La mère de Sam a une toute autre histoire. Son père est d'origine égyptienne et sa mère est belge. Mon fils a fini par céder et il est parti au bled avec lui en 2002. À la douane algérienne, des fonctionnaires ont décortiqué le passeport français de mon fils et lui ont fait subir un interrogatoire très désagréable. Un douanier zélé voulait savoir à tout prix pourquoi mon fils avait un prénom français. L'un des fonctionnaires a fini par dire « Ça doit être un fils de harki. Il est né après l'indépendance. » Sam leur a répondu que ses ancêtres étaient près de Médéa. L'un des douaniers lui a répliqué « Ici, tu ne seras considéré que comme un immigré. » J'ai revu le camp de Rivesaltes en 2005 avec ma petite fille Soraya et ma femme. Lorsque je suis allé en vacances à Barcarès, on a marché entre les ruines. On s'est assis sous un figuier qui croulait sous le poids de ses fruits. On a partagé un petit repas et on a pris un café. Ma femme, qui est maintenant apaisée, a ramassé du thym pour se faire des tisanes. Lorsque Soraya l'a photographiée devant les stèles des victimes qui avaient été enfermées dans ce camp, elle a versé une larme d'émotion. Elle a dit que c'était à cause de ce sacré vent.